vous voulez bien, on va commencer cette séance. On va demander à notre Benjamin de bien vouloir faire l'appel. Bonsoir. Richard Mallier. Mathieu Pietri. Corinne Lemeu. Yann-Pierre Tuizel. Christine Sicardi. Thomas Bergel. Sophie Suras. Stéphane Piracini. Maëva Gautelier. Joseph Cassaro. Roger Mossé. Dominique Bièche. Pierre Maroc. François Degnaud. Evelyne Louis. Véronique Garnier. Catherine Bienfait. Marie-Christine Rodriguez. Catherine Foulon. Marie-Pierre Guichello. Florian Paris. Patricia Coty. Jean Bouvard. Jean-François Clerc. Julien Esterini. Hervé Kella. René Alberici. Philippe Canobio. Geneviève Martin. Saïd Achache. Michel Dechaud. Hortense Mallier. J'ai un pouvoir. Julien Boulard. Le quorum est atteint. Merci. Donc, je vous rappelle que le conseil municipal, qu'il soit de rentrée ou de sortie, là on est à rentrée, est lui aussi filmé, afin de garantir la transparence et permettre à tous les bouquins de suivre nos travaux. Avant d'entamer l'ordre du jour, je souhaite revenir sur les événements marquants qui ont animé notre belle commune ces dernières semaines et remercier les organisateurs ainsi que tous les participants pour la réussite de ces belles manifestations. La troisième édition de la course de caisse à savon, qui s'est tenue avant-hier, fut encore un succès. Cet événement familial, organisé par l'Automobile Club d'Aixois, en association bien sûr avec la commune, fut une excellente occasion pour les bricoleurs, amateurs ou aguerris, de sortir leurs outils et construire des bolides de course. Nous avons également vécu un forum des associations riches en rencontres, ainsi que l'ouverture d'une saison culturelle qui promet de nombreux moments forts pour tous à venir. Je suis également heureux de vous annoncer une prochaine manifestation importante pour notre ville. La cérémonie de jumelage avec la ville de Valeggio sul Mincio, en Italie, qui se déroulera samedi, ici même, sur la place de l'Hôtel de Ville, à 10h30. Après notre jumelage avec Feldafing en Allemagne, nous renforcerons encore les liens européens, cette fois-ci avec nos amis italiens. Ce moment de partage, de convivialité et d'amitié sera rythmé par des animations folkloriques, Lu Rudele dei Mielo, la lecture de la charte de jumelage et la signature officielle qui scellera notre union avec Valeggio sul Mincio. En soirée, une grande fête sera organisée à la salle Charles Aznavour avec un repas de spécialité franco-italienne suivi d'un bal animé par Mario, Cathy et le trio J.L. Blonde. J'invite chacun d'entre vous à y participer pour célébrer ensemble cette nouvelle amitié franco-italienne. Et quand je dis chacun d'entre vous, c'est j'espère que l'ensemble des élus sera présent, mais que beaucoup de bouquins seront aussi avec nous. Nous avons également un autre rendez-vous très attendu le samedi 19 octobre, au château. L'événement La Voix est libre, organisé par la bibliothèque municipale. Pour cette troisième édition, le thème est celui des pirates. Une immersion totale dans un univers fait d'aventures et de légendes, où les enfants et les familles pourront rejoindre les équipages et vivre de grandes aventures dans le cadre somptueux du château. Le village de la sécurité routière sera également installé au complexe Guidruc le 12 octobre. Des ateliers de sensibilisation seront proposés, notamment aux contrevenants bénéficiant d'une alternative à la sanction dans le cadre des semaines de la sécurité routière. Le parquet fait ça comme alternative à la sanction, et bien je pense qu'on leur fait payer quand même l'amende. Mais par contre, on les oblige, ils n'ont pas de suspension, je crois que c'est ça, des points de permis, mais ils payent quand même l'amende, ils viennent
se vautrer dans le cadre de la voiture qui fait demi-tour sur elle-même, enfin, etc. Ces ateliers qui couvrent les aspects essentiels de la sécurité sur la route montrent notre engagement à faire de Gouguebel une ville toujours plus sûre. Pour la 7e biennale, les artistes de Gouguebel ouvrent leurs ateliers pour partager leur passion avec le public les 5 et 6 octobre de 11h à 18h. Chaque artiste accueille un invité, un créateur de la région, pratiquant une forme d'art différente, vous offrant ainsi une diversité de regards et de techniques artistiques. Soyez curieux et venez vous immerger dans les univers créatifs de ces 16 artistes, explorant la peinture, la sculpture, la gravure, le dessin ou encore la photographie. Du 8 au 14 octobre, le château sera le théâtre d'une exposition exceptionnelle, célébrant les 11 ans de création du collectif Arts and Style. Cet événement est l'occasion de découvrir les œuvres de ce collectif qui, depuis plus d'une décennie, fait vibrer l'art local. Le vernissage aura lieu le 10 octobre de 18h à 22h dans une ambiance conviviale et festive. Ne manquez pas l'adaptation théâtrale d'un des grands romans de la littérature française. Pour la première fois sur scène, il s'agit de Vipère au point d'Hervé Bazin, et ce le vendredi 11 octobre à 20h30 à la salle Charles Aznavour. Pour soutenir la campagne Octobre Rose, des rubans roses vous sont remis sur les tables. Vous avez ici, chacun devant vous, ces rubans symbolisent l'engagement de la commune dans la lutte contre le cancer du sein, rappelant l'importance de la sensibilisation et de la solidarité face à cette maladie. Je vous invite donc à les porter à partir de la fin de la semaine aux côtés des agents de la commune. Information importante. Afin d'améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins des bouquins, Enedis réalisera des travaux sur le réseau électrique, nécessitant une coupure d'électricité les 16 et 23 octobre. Ces travaux visent à rendre les réseaux plus performants, accueillir de nouveaux raccordements, limiter les pannes et intégrer les productions d'énergie renouvelable. Vous savez que nous avons en moyenne une demande par jour de pose de panneaux photovoltaïques, et ce depuis pas mal de mois. Depuis même l'an dernier, c'était même comme ça. Voilà, on a des demandes. C'est une bonne chose. Alors pour protéger vos appareils sensibles, nous vous recommandons de les débrancher avant la coupure et de les rebrancher une fois le courant rétabli. Vous pouvez retrouver les horaires précis et suivre l'évolution des coupures majoritairement situées dans le quartier du Beau Soleil, la Bergerie, sur le site enedis.fr/panne-et-interruption. En cas de problème persistant, contactez le service dépannage d'Enedis au 09 72 67 50 13. Le club de badminton de Gouguebel organise des stages multisports du 21 au 25 octobre. Réservation auprès du club dès maintenant pour garantir une place à vos enfants. L'association Poterie, Sculpture et Art du Feu propose également, pendant les vacances scolaires de la Toussaint, des stages créatifs pour développer le plaisir de travailler la terre et la pierre. Ces stages sont ouverts à tous, enfants comme adolescents, mais même adultes, qu'ils soient débutants ou confirmés. Enfin, du 30 septembre au 4 octobre, nous célébrons la Semaine Bleue, une initiative dédiée à nos seniors pour promouvoir une image positive du vieillissement et encourager les aînés à rester actifs et engagés dans notre communauté. Les travaux d'envergure vont prochainement démarrer dans notre commune pour améliorer le cadre de vie de tous les habitants. Le Belvédère va faire peau neuve à partir du 4 novembre pour donner suite aux nombreuses concertations avec le groupe de travail Centre-Ville, afin de redonner tout son charme à cet espace emblématique. À la même date, les rues Daudet et Cassin vont faire peau neuve pour le plus grand soulagement des riverains. Une réunion de concertation avec les riverains de Daudet est prévue d'ailleurs la semaine prochaine. De plus, la sécurisation du clocher de l'église
débutera dès le 7 octobre, garantissant ainsi la préservation de notre patrimoine et la sécurité des provinciens et évidemment de ceux qui sont sous le clocher. Je termine avec une initiative importante pour notre avenir commun, Book en Transition, qui proposera chaque mercredi, à partir du mois d'octobre, des ateliers à la Maison de la Nature autour de la transition écologique. C'est l'occasion pour chacun de s'investir et de réfléchir ensemble aux moyens de rendre notre ville encore plus respectueuse de l'environnement. Place à l'ordre du jour. Donc évidemment, nous commencerons par l'éternel compte-rendu de la dernière séance, donc qui est filmé. Donc est-ce qu'il y a Madame Martin, vous avez la parole, si vous me la demandez. Merci, Monsieur le maire. Au cours du dernier conseil municipal, le conseil municipal donc, a autorisé une délégation d'élus à se rendre à Mérignac pour visiter une ferme aquaponique. Donc, on voudrait savoir si la visite a eu lieu, si vous êtes allé à Mérignac dans une des fermes dont je vous ai adressé l'adresse, envoyé l'adresse. Et voilà, qu'est-ce qu'il en ressort. Vous avez été vous-même dans voir des fermes, non? Vous aviez... On a laissé une place. Ah, vous n'êtes pas allé? Mais non, moi j'étais pas disponible à la date prévue. On a laissé M. Canopio. Bon, on fera, c'est pas prévu aujourd'hui à l'heure du jour, mais on fera un compte-rendu. Ça, moi j'attendais, si vous voulez, la deuxième visite, qui est allée alors la deuxième visite. Il y avait quelque chose dans la Drôme de mémoire. Oui, c'était une recommandation. On voit sur Montpellier. Il y avait Montpellier là-dedans. Voilà, alors il paraît que ça a été remis parce qu'ils ont été vandalisés et qu'en fait ça a été remis à début octobre. Donc on va vous proposer une autre date. D'accord. Merci. Donc sur le compte-rendu de la dernière fois, donc on le considère comme adopté. Je vous remercie. Ensuite, on a l'information au conseil municipal d'édition prise dans le cadre de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Vous l'avez eu, il y a un certain nombre de décisions, donc vous les avez eues. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Donc, je vous demande de considérer comme informé. Ensuite, mandat spécial des élus municipaux, c'est retiré de l'ordre du jour. Non, mais vous avez eu l'ensemble des... C'est vous qui en faites la lecture habituellement. Non, mais on m'a dit que vous avez eu, comme il y en a une quarantaine, voilà. Alors, je vais vous donner lecture de toutes les décisions qui ont été prises. Excusez-moi, on m'avait dit... Donc il y en a quelques-unes, voilà. Ça nous a permis d'alléger le conseil municipal. Alors, décision numéro 28 du 14 juin demande de subvention auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône au titre du fonds départemental d'aide au développement local. C'est pour la rénovation du parc de l'éclairage public dans le cadre du MGPE. Décision numéro 29 du 20 juin, demande de subvention auprès du CD au titre de l'aide aux équipements pour la sécurité publique, pour les travaux de génie civil, pour le déploiement de la fibre optique, pour la poursuite du développement de la vidéoprotection. La numéro 30 du 20 juin, demande de subvention auprès du conseil départemental au titre de l'aide aux équipements pour la sécurité publique, pour les travaux de génie civil, pour le déploiement de la fibre optique, pour la poursuite du développement de la vidéoprotection. Alors là, la première c'était le bâtiment, maintenant c'est la voirie. Décision numéro 31 du 2 juillet, fongibilité des crédits, décision budgétaire modificative portant virement de crédit de chapitre à chapitre. Décision numéro 32 du 10 juillet 24, exercice du droit de préemption urbain
parcelle cadastrée numéro 335, 6 au Convert Sud à Roubaix. Décision numéro 33 du 16 juillet, exercice du droit de préemption urbain, parcelle cadastrée numéro 30, 6, 1299 avenue des Chavots. Décision numéro 34 du 15 juillet, souscription de l'emprunt auprès de la Banque Postale. Décision numéro 36 du 16 août 2024, contrat administratif d'occupation du domaine privé à titre précaire et révocable, commune de Roubaix et M. Mendes Madeira Albertino. Décision numéro 37, reversement des vacations funéraires de juin 23 à juillet 2024. Numéro 38, signature de la convention d'occupation d'un local de la Maison de la Nature par l'association Accord pour les années 2024-2025. Décision numéro 39, signature de la convention de mise à disposition de locaux à l'association Bouc en transition à la Maison de la Nature, toujours pour 2024-2025. Décision numéro 40 du 13 août, signature de la convention d'occupation locale de la Maison de la Nature par l'association Le Chemin Versoix, toujours pour la 2024-2025. Décision numéro 41, convention du 1er août, convention d'évaluation des dommages après sinistre. Décision numéro 42 du 5 août 2024, demande de subvention du CD au titre de l'aide au patrimoine non protégé pour la restauration de l'église, de Rocher et la nef. Décision numéro 43 du 13 août 2024, contrat de prestation de services pour le traitement des nuisibles. Numéro 44 du 27 août, contrat administratif de l'organisation de domaine privé avec M. Sarapinski, qui annule et remplace la décision numéro 35 du 12 juillet, que je n'ai pas évoqué évidemment, me semble-t-il. C'est ça, la 35, je ne l'ai pas évoqué. Décision numéro 45 du 6 septembre, acte constitutif d'une régie d'avance. Décision numéro 46 du 9 septembre, recensement des vacations funéraires pour août 2024. Décision du 24 septembre, signature de la convention de mise à disposition d'un terrain à l'association Bouc en transition pour la gestion du jardin partagé. Voilà. Vous avez dit, c'était. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ok, merci. Donc on va continuer pour le numéro 3, mandat spécial aux élus municipaux, c'est retiré de l'ordre du jour. Délibération numéro 4, rapport d'activité 2023 du SIGV, et le rapporteur c'est Mathieu Pierry. Oui, merci monsieur le maire. Vous avez eu, on a tous eu le rapport qui nous a été envoyé, donc on ne va pas rentrer dans le détail, simplement vous rappeler que le syndicat intercommunal du Grand Vallat intervient dans plusieurs domaines sur délégation des communes, le Boubélaire Signal et Cabriès qui a réintégré le syndicat il y a 2 ans maintenant sur des investissements portés autour d'un projet de collège, des projets de collège, de la prévention de la délinquance, de la mutualisation des services informatiques et de la coordination du dispositif du CTG, du contrat territorial global. Sur 2023, les faits qui peuvent être remontés plus précisément et l'intégration, la montée en charge de l'intégration de la commune de Cabriès, notamment sur les compétences informatiques. 2022, donc l'arrivée de Cabriès, le retour de Cabriès. 2023, la montée en charge pour permettre au SIGV d'intégrer les données et la charge de travail. Un retour sur les budgets, notamment sur le réalisé, avec un fonctionnement 1 175 000 euros et en investissement 444 000 euros. On note tout au long du rapport une amplification des services au bénéfice des communes et notamment, bien sûr, donc, des habitants de ces communes sur les compétences du SIGV. Pour la construction et les investissements pour la construction des collèges, le projet donc, de reconstruction du collège Georges Brassens, sur la finalisation des études a été effectuée. Le SIGV a désigné en fin d'année 2023 un bureau d'études
pour déposer la demande de réactualisation du dossier d'agrément auprès du conseil départemental. En matière de prévention de la délinquance, on note la signature de la stratégie intercommunale de sécurité et de prévention de la délinquance pour la période 2023-2027. C'est ce qui me permet en fait de décliner derrière l'ensemble des actions en termes de prévention de la délinquance et de gérer le lien qu'il y a entre les différentes communes et les SIGV et l'ensemble des partenaires qui sont dans ce cadre-là. La montée en charge sur du centre de surveillance intercommunale et le développement du nombre de caméras sur le territoire. Un certain nombre d'investissements qui ont vu également le jour, qui ont été portés par le SIGV, le déploiement de nouveaux PC pour la commune de Bouc-Bélier, la réfection du data center, l'installation de caméras, on en a parlé. Enfin, nouveauté sur cette année, c'est la signature du CTG, j'en ai parlé tout à l'heure, avec la CAF, par délégation des 3 communes pour le CGV qui a été signé en avril 2023, monsieur. Merci. Moi, j'ajouterai que je me félicite tous les jours de l'action du SIGV. D'abord, je rappelle à quelques élus qui sont arrivés après, mais que dans la formation de la métropole, normalement, le SIGV aurait dû sauter, puisque les compétences étaient reprises par la métropole, et que, après s'être entretenu avec, échangé avec le préfet a maintenu l'existence du SIGV, puisque les 3 communes sont dans la métropole, donc ne serait-ce que bon, maintenant il y a l'informatique, c'est pas de compétences métropolitaines, mais la prévention de la délinquance est de compétences métropolitaines, donc on sautait, bon, ce qui n'a pas été le cas, on peut continuer, et moi je me félicite, ne serait-ce que de la vidéoprotection, de ce qui est fait, qui a permis, je le rappelais, je crois dans ce cadre-là, pardon si je l'ai fait dans ce cadre-là, mais dans le cas du conseil, mais on avait un incendiaire qui nous a mis le feu 3-4 fois à l'arbre, grâce à la vidéoprotection, on a pu le trouver. On a trouvé des gens, c'était pas eux d'abord, sur des vagues, qui ont été un peu secoués par le fait qu'ils ont été convoqués dans la gendarmerie, mais après ils ont pu affiner. Et ils ont dit oui, on était bien sur les lieux. Bon, mais c'était pas eux. Il y en avait un autre qui était sur les lieux, qu'on a redécouvert après. Voilà. Il passe en jugement d'ailleurs incessamment sous peu. Et j'espère que la justice ne va pas le louper. Voilà. Soyons clairs de ce côté-là, parce qu'il nous a mis le feu du côté du petit chemin d'Aix, ce qui voulait dire que ça partait, ça allait jusqu'à Gardanne. Voilà. Et que tout perfugait voulait. Voilà. Donc moi je me félicite dessus. Et puis simplement avec ça, c'est que la brigade de Bouc-Bélier, qui fait la commune de Signane et de Bouc-Bélier, la brigade de gendarmerie, est celle qui a le taux d'élucidation le plus élevé du département. Ça veut dire que le nombre d'affaires qui correspondent à elle, vous savez que vous pouvez déclarer, porter plainte pour quelque chose qui s'est passé à Marseille, bon, mais ce n'est pas de leur compétence, ils transmettent ça, et par contre, qui sont de leur compétence, c'est le taux le plus important du département. Et ça veut dire que quelque part, il y a une aide systématiquement qui est apportée par le SIGV dans le cadre du centre de surveillance urbaine. Voilà. Donc je m'en réjouis tous les jours et j'espère que vous en faites de même. Question à poser à Mathieu Pietri. Madame la conseillère municipale, si vous me demandez, vous aurez la parole. Merci, monsieur le maire. Je vous remercie pour ce rapport complet et très instructif. On a vu qu'il y avait même l'organigramme des services. Donc, à cette occasion-là, je renouvelle encore une fois ma demande d'obtenir l'organigramme des services de la mairie de Bouc-Bélier. Madame Martin, à un moment donné, il faut cesser de demander des demandes qui sont incongrues. C'est sur le site de la commune.
Donc vous n'avez qu'à ouvrir le site de la commune et c'est marqué noir sur blanc. On dit, bon, à un moment donné, s'il faut que je fasse une capture d'écran, que je vous l'envoie personnellement, je le ferai. Mais s'il vous plaît, vous l'avez sur le site de la commune, comme tout concitoyen. Si ça ne vous plaît pas, eh bien vous l'aurez. Voilà. Allez. Ça fait plusieurs fois je demande, vous me dites oui à chaque fois, et maintenant vous dites non. Non, je vous ai dit, allez voir sur le site de la commune. Voilà, c'est tout. Monsieur Keila, vous avez la parole si vous me la demandez. Merci, monsieur le maire. Effectivement, ce rapport a été, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt. En dehors des questions de sécurité sur lesquelles vous mettez l'accent, j'ai en particulier une attention particulière pour les aides, assistance aux jeunes et aux familles, qui me paraît, toutes les aides sociales me paraissent très importantes. Bon, cela dit, j'ai vu aussi qu'une indemnité avait été accordée aux présidents et vice-présidents. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas la pratique antérieure. Est-ce que c'est une nouveauté ou est-ce que ça existait déjà? Parce que tel que c'est présenté, on dirait que c'est une nouveauté. Et est-ce qu'on peut avoir le montant de ces indemnités? Alors, je suis vice-président. Je devrais pouvoir vous répondre, mais si je vous réponds tel que je le conçois, tel que je le vois, c'est 0 pour moi. Et à ma connaissance, la présidence n'a pas non plus. Donc, c'est écrit sur rapport, hein? Oui, mais parce que c'est la vérité, quoi. Je veux dire, voilà. Donc il y a une ligne sans doute ouverte, en tout cas moi je n'ai rien, et la présidente n'a rien non plus. Faut modifier le rapport. Mais en fait c'est prévu par la loi. Donc c'est peut-être prévu comme ça dans le truc, mais en tout cas, je peux vous dire qu'en ce qui me concerne, si c'est ça qui vous intéresse, c'est néant. Ce n'est pas d'intérêt particulier pour les activités que vous Non, pouvez non, faire, c'est simplement des questions. Je ne peux pas vous répondre, je ne peux vous répondre que pour moi. Et pour moi, c'est néant. Voilà. Donc, on vous répondra la prochaine fois où Mathieu Pietri, qui est administrateur, il va rechercher le truc. Ok? Bien. C'est une présentation, on n'a pas, on prend acte simplement que la présentation a été faite. Ensuite, on a toujours avec Mathieu Pietri la charte de jumelage avec la ville italienne de Valeggio sul Mincio. Peut-être, c'est là où on va vous présenter le président du comité de jumelage, Robert Garcin, ici présent. Donc je vais lever la séance pendant le temps, mais il va vous présenter le film qui a été fait sur Valeggio sul Mincio. Séance levée. Désolé, il y a le délai. Monsieur le maire, on va vous présenter un petit film. On vous demande d'être un peu indulgent parce que c'est un film d'amateur. Il a été approuvé par le maire de Valeggio et par le comité de jumelage de Valeggio. Valeggio sul Mincio est une ville de Vénétie installée qui se trouve à 660 km de Montbéliard, près du lac de Garde. C'est une ville de près de 15 000 habitants dans la province de Vérone. Voici l'hôtel de ville. Place sur laquelle est organisé un grand marché chaque samedi. Chaque premier week-end de septembre a lieu la fête des tortellini. Car Valeggio sul Mincio est la capitale des tortellini. Des pâtes réalisées à la main, farcies de viande
de très beaux palais et villas comme la Villa Maffei, la Villa Circuetta, la Villa Meriggio, le palais Guarian qui séjourna Bonaparte lors de sa campagne d'Italie en 1796. L'église San Pietro. Une particularité de cette église, les cloches sont sur un portique à côté de l'église. Le château Scaligiero, du haut de la colline sur laquelle il se dresse, domine Valleggio et toute la vallée du Mincio, conservant ainsi inchangée la grandeur évocatrice des fortifications médiévales du XIVe siècle. Les bouquins en visite à Valleggio en septembre 2023. Du château, une superbe vue du pont Visconti et du hameau de Borghetto. Ce pont sur le Mincio a été construit en 1393 par Gian Galeazzo Visconti, duc de Milan, et fut le théâtre en 1796 d'une victoire de Bonaparte sur les Autrichiens. Sur ce pont est célébré chaque année en mai le Festival des Nœuds d'amour, les fameux tortellini, réunissant près de 3000 personnes sur 2 tables de plus de 800 mètres de haut. Le hameau de Borghetto a été élu plus beau village d'Italie en 2023. Le parc Jardin de Cervetta est un spectacle botanique et naturaliste désormais connu dans le monde entier, considéré comme parmi les 60 plus beaux hectares au monde. Il s'étend sur 600 000 mètres carrés et est composé d'un paysage varié comprenant des zones boisées, un jardin d'herbes médicinales, une grotte, un labyrinthe, 8 lacs de fleurs ornementaux, des champs de fleurs, une grande pelouse, une ferme et bien plus encore. Des massifs de fleurs saisonnières ornent les grands espaces verts, dont la célèbre tulipomania en mars et en avril, où plus d'1 million de bulbes fleurissent dans les nuances les plus variées. Il peut se visiter à pied, en petit train, en voiturette électrique, ou encore en vélo. Le cosplay est une manifestation qui a lieu en septembre. Les visiteurs se déguisent avec des costumes de personnages fantastiques et assistent à des concerts de musique. C'est aussi le berceau du fameux Bordolino, vin savoureux, nerveux, sanguin de la région du lac de Garde, mais aussi du Costosa, un blanc doré. Connu comme le fruit de la santé, le kiwi est devenu une production importante de la commune. De même que la pêche d'appellation contrôlée de Vérone. De nombreux circuits permettent de belles balades en vélo. Un important parc aquatique est ouvert pendant toute la période estivale. Je crois qu'on peut applaudir le travail.
Monsieur le Président, donc la séance reprend après cette petite vidéo sur Vallejo qui montre bien que c'est une superbe commune. Hein. C'est au sud du lac de Garde. Pour ceux qui sont allés, bon, je ne sais plus qui était en septembre 2023, on avait fait une délégation qui s'était rendue là-bas. Voilà, donc les Italiens, emmenés par leur mère, arrivent donc vendredi soir. Donc il y a un certain nombre de manifestations prévues, et entre autres, samedi matin à 10h30, la signature, s'il fait beau, on tâchera de le faire dehors, s'il ne fait pas beau, on verra si on le fait sous la véranda bioclimatique ou si on le fait ici même. Voilà, mes chers collègues, je repasse la parole à Mathieu Pietri qui va nous évoquer cette charte. Oui, merci Monsieur le maire. Donc effectivement, depuis 2014, la commune de Bouc-Bélier a affirmé son souhait de développer les jumelages et autres partenariats avec les communes européennes équivalentes. Pour cela, il a été créé en 2014 un comité de jumelage dans lequel la commune a donné délégation pour la représenter et pour mettre en place des activités dans le cadre des jumelages et des pactes qui ont été signés par les communes concernées. Donc on nous a envoyé cette charte de jumelage qui a été approuvée bien évidemment par la commune de Vallejo, Sumincho, puisque eux ont déjà délibéré sur le jumelage. Et c'est une charte qui est classique, qu'on vous a envoyée. On vous demande ce soir d'autoriser Monsieur le maire à signer cette charte le 5 octobre prochain. Merci Mathieu. Question à Mathieu Pietri. Pas de question, donc je me vois cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Je n'en vois pas. Unanimité. Merci. Donc on va continuer avec Corinne Lemeux qui va nous parler du contrat de concession de service public pour la gestion de l'accueil collectif des mineurs. Et il s'agit de la modification numéro 1 du contrat en cours d'exécution. Merci, Monsieur le maire. Alors, cet avenant intervient à la suite de 2 événements. Le premier point va concerner la réévaluation de la compensation de la ville suite à l'augmentation, je vous le rappelle, au dernier conseil municipal, nous avions donc validé l'augmentation des tarifs de la restauration collective. Donc ce premier point concerne bien la compensation de la ville suite à l'augmentation des tarifs liés à la DSP restauration collective du 1er août 2024. En gros, c'est la ville qui paie à Garrigue, donc notre prestataire restauration collective, les repas évités du centre aéré, et c'est le centre aéré qui encaisse le différentiel de l'augmentation des repas. Le fait d'imputer au centre aéré cette augmentation liée au repas fait que le prestataire reçoit une somme plus importante que celle prévue au contrat initial. La réévaluation de la compensation versée par la ville au centre se trouve forcément amoindrie. Le deuxième point, lui, concerne l'accueil sur le site unique de Virginie de Dieu pour tous les enfants de la commune. Pour autant, l'école des Pins va conserver son habilitation et on voit à quel point cela était important et utile cet été. Ainsi, donc, en remaniant les espaces de Virginie de Dieu, il a été possible de libérer de l'espace supplémentaire afin d'accueillir tous les enfants sur un même site. Cela permet pour tous de pouvoir bénéficier d'une harmonie sur tous les temps de la journée et aussi de profiter des équipements de proximité. Pour autant, je tiens à rassurer tout le monde, le nombre d'enfants accueillis et le nombre d'animateurs restent le même. Donc la commission enseignement qui s'est tenue le 5 septembre a émis un avis favorable à l'unanimité. Merci. Est-ce que vous avez des questions à poser à Corinne Lemeux? Pas de questions. Je me vois cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité. Je vous remercie. Corinne, on continue avec
avec la demande de subvention à la caisse d'allocation familiale pour Oui. la transplantation de la crèche. Oui, merci Monsieur le maire. Donc cette délibération concerne une demande de subvention à la CAF qui intervient dans le cadre de l'acquisition d'un bâtiment à usage de crèche qui va permettre de transplanter l'actuelle crèche Arbre de Vie et d'augmenter également le nombre de berceaux. Ainsi, notre politique liée à la petite enfance est une priorité avec un accueil de qualité, et je souligne de qualité. Les modes de garde sont variés et permettent de couvrir un taux supérieur à la moyenne du département. Nous sommes à 73% de taux de couverture contre 48% pour le département. Nous avons d'ailleurs mis en place, et ça je tiens à le souligner parce que c'est nouveau et ça marche très bien, nous avons mis un groupe de travail avec les acteurs de la petite enfance. Donc cela permet pour tous de pouvoir discuter autour de différents thèmes, d'apprendre à nous connaître et de mettre en commun les bonnes idées. Pour en revenir à la future crèche, le nombre de berceaux passera de 43 à 55, ce qui va permettre d'accueillir plus d'enfants et de répondre toujours plus favorablement à la demande des familles. Concernant sa situation géographique, elle sera située dans le quartier Montory, à proximité des écoles Virginie de Dieu, de l'EHPAD, de Guidru, du collège et du nouveau logement. Les démarches de présentation du projet ont été faites auprès de la CAF et du conseil départemental qui valide notre demande d'augmenter notre capacité d'accueil. Ce projet va s'effectuer en plusieurs étapes, donc l'acquisition d'un bâtiment hors d'eau, hors d'air, d'une superficie de 650 mètres carrés avec 180 mètres carrés de jardin. Il y aura ensuite les travaux de second œuvre, électricité, plomberie, etc. Et enfin, la réalisation de travaux d'aménagement intérieur, de mobilier, placards et tout ce qui peut tourner autour de l'aménagement. Au niveau des chiffres, l'acquisition globale, donc contenant les trois phases dont je viens de vous parler, s'élève à 3 042 000 € 80, dont 936 000 € de seconde œuvre. Et le restant, donc 456 000 € 080 pour tous les autres frais administratifs d'aménagement intérieur, etc. La ventilation par institution est la suivante. Le conseil départemental va financer à hauteur de 60%, soit 1 825 248 €. Donc cette intervention du conseil départemental est dans le cadre du CDTE, donc le contrat départemental de transition écologique. La CAF, pour laquelle nous demandons la subvention, interviendra à hauteur de 14%, soit 440 000 €. Ça représente 8 000 € par berceau, tout simplement. Et ça rentre dans le plan d'investissement de la CAF. Et enfin, le reste à charge de la ville, soit 26%, pour un montant de 776 832 €. Donc ce point a été vu en commission des finances le 16 septembre et a été adopté à l'unanimité. Merci Corinne. Est-ce que vous avez des questions à poser à Corinne Memeux? Monsieur Kella, si vous me demandez, vous aurez la parole. Il faut appuyer au milieu. Oui, c'est pour bien comprendre l'opération. Vous parlez de l'acquisition d'un bâtiment, donc c'est un bâtiment existant. Ce n'est pas un bâtiment à construire. Donc si je comprends bien, le nombre de places de crèche de 55 berceaux est déterminé par la dimension du bâtiment existant. Il n'est pas déterminé par un besoin estimé nouveau. Donc ça fait beaucoup de dépenses. Finalement, pour l'augmentation de 25% de places, à peu près, de 44 à 55, tout cet investissement donc, correspond à la construction de 11 places supplémentaires. Même si on déduit, j'ai compris qu'on pouvait déduire la vente du montant d'investissement total. Alors je voudrais savoir, si vous voulez, de façon plus générale, est-ce qu'on connaît le besoin en place de crèche pour Boucle-Bel-Air, de places manquantes, et est-ce qu'il y a des listes d'attente considérables?
C'est bon, voilà. Donc en fait, je vais l'aborder dans le point prochain. Et j'explique dans le point prochain, effectivement, que nous allons acquérir une nouvelle crèche. Pourquoi? Parce que nous avons une crèche qui s'appelle l'Arbre de Vie, qui actuellement accueille 43 ans, enfin, qui accueille alors 43 berceaux, on sait bien le nombre de berceaux qui existent, mais on accueille toujours plus de familles, puisqu'il n'y a pas que des gens qui mettent leurs enfants en 5 jours. Ça, c'est le premier point. L'Arbre de Vie, en fait, est une crèche qui est devenue extrêmement vétuste, et chaque réparation coûte extrêmement cher, et finalement, c'est systématiquement, il faut un coup réparer ceci, un coup réparer cela, etc. Donc, lorsque nous avons réfléchi à se dire, que fait-on? Rénove-t-on l'Arbre de Vie avec exactement le même nombre de places actuellement? Ce qui aurait fait quoi, en fait, comme conséquence? C'est que si jamais on rénove une crèche existante dans laquelle on exploite donc une activité, ça veut dire que parallèlement, il faut mettre en place tout un système pour pouvoir accueillir quand même les 43 berceaux par ailleurs. Ça veut dire que la crèche, il aurait vraisemblablement fallu la raser, et donc ça veut dire qu'au final, nous aurions eu une somme énorme pour pouvoir remettre en place tout ce système-là. De façon plus intelligente, nous a-t-il paru, il valait mieux acquérir en fait cette nouvelle crèche de façon à pouvoir transplanter ce qui existe actuellement et pouvoir en parallèle rajouter des berceaux. Pourquoi? Parce que oui, il y a une liste d'attente, et oui, malgré notre taux de couverture, elle reste importante, puisqu'on a à peu près 90 enfants qui sont en liste d'attente. Donc ça fait du monde, et effectivement, le fait de pouvoir rajouter 12 berceaux, comme je vous ai dit, ça fait 12 berceaux, mais ça fait plus de familles qui sont servies que les 12 berceaux. Donc voilà pourquoi nous avons fait ce choix-là, et voilà pourquoi il nous a paru opportun et incontournable de travailler dans ce sens-là, de façon à acquérir cette nouvelle crèche. Donc on évitera en fait tous les travaux, on ne correspond plus, en fait ça ne répond plus au référentiel bâtimentaire. Voilà. Donc c'est un sujet qui est quand même important. Ce sont des enfants qu'il y a à l'intérieur, et donc pour nous, notre choix s'est porté là-dessus. Demandez-moi la parole. Edouard doit avoir un problème. Oui, donc, je suis tout à fait d'accord sur l'importance, c'est pour ça que c'est le sens de ma question aussi. Je n'ai pas bien compris, si vous m'avez dit qu'il y avait une liste d'attente, mais je n'ai pas compris quelle était la quantité de personnes en liste d'attente. Parce que ma question finalement était, quitte à déménager et à faire une nouvelle crèche, est-ce qu'il ne fallait pas faire une capacité encore plus importante? Sachant que le coût marginal des lits supplémentaires était peut-être amélioré finalement par rapport par le lit. En fait, comme je vous l'ai expliqué, on a quand même un taux de couverture qui est très important. Après, on a une opportunité d'acquérir une nouvelle crèche qui nous permet, dans les 650 mètres carrés, de mettre un certain nombre de berceaux. On ne peut pas ni pousser les murs, ni en rajouter. Vous savez que c'est très précis. En fait, la PMI a un cahier des charges qui est extrêmement précis et qui nous demande effectivement d'être extrêmement précis. 55 dans 650 mètres carrés, ça ne sera pas 57 berceaux, ça ne sera pas 58, c'est 55. Donc on répond exactement au cahier des charges. Ça nous permet également d'augmenter la capacité. Comme je vous le disais, il y a une liste d'attente, donc forcément les prochaines personnes qui rentreront au niveau de la crèche, on en aura plus. Donc ça permettra effectivement de répondre à une demande qui est évidente. On a pas mal de modes de garderie. On a des assistantes maternelles, on a des micro-crèches, on a des crèches privées, donc on a pas mal de modes de garde, mais pour autant, on a quand même besoin, encore, je veux dire, de places supplémentaires. Voilà. Et donc on ne pouvait pas aller, compte tenu du bâtiment que l'on va acquérir, on ne pouvait pas aller au-delà des 57 berceaux. Simplement, monsieur le conseiller municipal, on a l'occasion d'avoir un bâtiment fait, finir régulièrement, un aménagement, et on le verra à la délibération suivante, puisqu'on est à l'acquisition de ce bien,
normalement dans un an, c'est ça, dans un an, à la rentrée prochaine, on aura la possibilité de faire 20% de plus de gamins en crèche, et récemment peut-être plus, puisque, comme vous l'expliquait Corinne Lemeux, en fait, on a un berceau qui peut être occupé par plusieurs gamins. Ça dépend des heures, de l'âge, enfin, etc. Pour les 55. Voilà. 55, on peut acquérir jusqu'à 70 enfants. Voilà. Donc, ce qui veut dire que par rapport à aujourd'hui, la crèche Tarbonneuville, elle date des années 80. Et de mémoire, nous avions fait ça, enfin, la majorité de l'époque avait fait ça. C'était une maison Phoenix. Parce que ça allait plus vite, etc. Et la maison Phoenix, mais c'est des trucs, voilà, qui ont été faits donc aujourd'hui, 40 ans après, c'est un établissement recevant du public, c'est un établissement où l'agrément, nous allons le perdre. Bon, donc, Corinne Lemeux vous l'a dit, la décision qui a été prise, c'est de construire une nouvelle crèche. Et nous avons cette opportunité, parce qu'on paye 2008 le mètre carré. Donc c'est quelque chose, on aura entre 1500 et 2000 d'aménagement, c'est ça, le mètre carré. Voilà. Donc si on est dans un... Je pense qu'on fait une bonne affaire, c'est tout. Et en plus, on aura ça livré l'année prochaine. Alors je sais que plutôt c'est le mieux, peut-être pas pour tout le monde, mais plutôt c'est le mieux, en tout cas pour les enfants de Belin. Moi je m'en félicite, c'est clair. Plus de questions, donc je mets au voie cette délibération. Il s'agit de la demande de subvention à la CAF. Est-ce qu'il y a des voix contre? Je n'en vois pas. Les abstentions non plus, unanimité, je vous remercie. Ensuite, parents, alors écoutez, on en a assez parlé, donc je vais mettre au voie la numéro 8, parce qu'en fait, vous avez anticipé, on a répondu à la numéro 8, hein, peut-être pas sur le prix d'acquisition, donc tu vas le dire, essayer d'être un peu contenu dans ton intervention. Alors je vais être très contenu. Le prix d'acquisition de ce bien est prévu à 1 650 000 €, sachant que les domaines l'ont évalué à 1 681 000 €. Voilà, donc est-ce qu'il y a des voix contre? Je n'en vois pas. Des abstentions non plus, unanimité, je vous remercie. Ensuite, passons à Yann Pertuzel qui va nous parler de l'élaboration de ce qu'on appelle le SCOT, schéma de cohérence territoriale, pour la métropole Aix-Marseille-Provence et la contribution de la commune à l'enquête publique. Merci, monsieur le maire. Bon, mes chers collègues, il s'agit du schéma de cohérence territoriale, le SCOT, donc, qui, pour rappel, donc, est un document donc, de planification et qui veut avoir une vision collective de l'aménagement du territoire. Chose importante à bien avoir en tête, le SCOT concerne l'ensemble du territoire de la métropole, c'est-à-dire les 92 communes, et à un moment je parlerai du PLUI, très rapidement. Le PLUI, le nôtre, qui va être approuvé le 5 décembre, ne concerne que les 36 communes de l'ancien Pays d'Aix. Donc ce SCOT donc, a été arrêté, c'est le même processus que pour le PLUI, dont on a déjà largement parlé, le 27 juin dernier. Et donc il y aura une enquête publique dont les dates ne sont pas encore fixées. On devrait les recevoir, je pense, prochainement de la part de la métropole. Normalement, cette enquête publique devrait se tenir avant, enfin c'est prévu comme ça, avant la fin de l'année. Je le précise, j'ai oublié de le dire, hein, que cette délibération a fait l'objet d'une présentation en commission législative le 17 septembre et avait reçu donc un avis favorable de la majorité. Le SCOT dont je parle là est en ligne depuis maintenant pas mal de temps, au moins depuis son arrêt, sur le site de la métropole. Donc tout un chacun peut aller consulter donc, tous les documents du SCOT. Merci Yann. Est-ce que vous avez des questions à Yann Pertuzel sur le SCOT? Si vous me demandez la parole, vous l'aurez, madame.
pense que cette somme ne marche pas très bien, parce qu'il faut systématiquement que... Ça marche. Monsieur le maire, les documents d'urbanisme obéissent à une organisation hiérarchique. Les PLU et PLUI doivent être compatibles avec le SCOT. Donc c'est au PLU et PLUI de s'adapter, de se rendre compatible avec le SCOT. Or, le PLUI a déjà fait l'objet d'une enquête publique et le SCOT va être soumis à enquête publique à partir du 5 novembre. Donc, en fait, la charrue a été mise avant les bœufs, il me semble, dans ce dossier. Donc, vous allez nous répondre que c'est la métropole qui est à la manœuvre, bien entendu. Pour ce qui est du contenu, écoutez, on relève des vœux pieux, valorisation des espaces naturels et agricoles, favorisation de la proximité, des courtes distances, etc. Bon, c'est un peu ce qu'on avait dans le PLUI, effectivement, sauf que l'ordre logique et légal n'est pas respecté, le calendrier n'est pas respecté. Voilà, donc nous nous abstiendrons sur ce rapport. Ok, autre question à Yann Pertuzel? Non, pas d'autres questions, donc je mets aux voix, donc abstention, 2 abstentions, 2 abstentions, pas de vote contre, donc unanimité des votants. Yann, tu continues sur la convention de servitude de cession avec le Canal de Provence, parcelle BS 54. Voilà. Donc on est à Montory. Je pense que vous avez tous su que une canalisation du Canal de Provence avait éclaté fin juillet. Et s'était déversé sur l'école Virginie de Dieu. Et donc l'objectif, c'est effectivement de passer une convention avec le Canal de Provence pour les autoriser à dévier la canalisation de façon à ce qu'elle ne passe plus dans l'école, mais qu'elle passe sur le chemin de la transhumance, afin de ne plus voir, si jamais ça devait se reproduire, ce genre de désagrément pour le groupe scolaire. Voilà, donc tout ça, ça se fait à l'euro symbolique, et donc il vous est demandé de valider donc, la signature de cette convention. Merci Yann. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc je mets au voie cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Je n'en vois pas non plus, donc unanimité, je vous remercie. Ensuite, l'acquisition d'une partie de la parcelle cadastrée BS 363, 184 m², Yann Pertuzel. Voilà. Alors, donc, on a déjà passé un certain nombre de ce genre de délibérations. On est dans le cadre de la requalification du chemin de Sauf-Cannes. Précisément, donc, on se trouve au niveau de ce que l'on appelle, ce qui s'appelle le parc de Sauf-Cannes, du chemin de Sauf-Cannes, tout proche du rond-point de la Bagnole. Et donc là, les deux propriétaires donc, ont validé donc, la cession à la commune donc, d'une parcelle qui fait au total 184 m², gratuitement. Bien évidemment, les frais donc, de cession, donc d'acquisition de cette parcelle donc, sont quand même à charge de la commune. Donc il vous est proposé donc, de valider cette cession pour la commune. Merci Yann. Question à Yann Pertuzel. Pas de questions, donc je me vois cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Je n'en vois pas. Des abstentions non plus, unanimité, je vous remercie. Ensuite, on va passer à Maëva Gautelier qui va nous parler des dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail le dimanche au titre de l'année 2025. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, dans la loi du 6 août 2015, vous le savez, il est possible de déroger du coup à l'interdiction du travail le dimanche. Pour ce faire, Monsieur le maire doit acter en conseil municipal et solliciter l'avis du conseil municipal et acter les dimanches concernés. Donc les dimanches qui sont proposés ce soir, c'est le 12 janvier, 29 juin, 7, 13, 20 et 27 juillet, 14 septembre, 3 août 2025 évidemment, 30 novembre et 7, 14 et 21 décembre. Donc voilà, je vous remercie. Question à Maëva Gautelier. Pas de questions. Je mets au voie cette délibération.
Est-ce qu'il y a des voix contre? Je n'en vois pas. Des abstentions non plus. Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, on va changer, on va attaquer une délibération financière. Et on va commencer sur le bilan des marchés avenants conclus pour la période de juin à septembre 2024. Sophie Suras. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir. Je précise que toutes les délibérations que je vais vous présenter sont passées en commission de finances le 16 septembre et ont toutes reçu un avis favorable à l'unanimité. Bon, c'est le Code général des collectivités territoriales qui stipule que sous le contrôle du conseil municipal et le contrôle du représentant d'État, le maire est chargé d'exécuter les décisions du conseil municipal, mais aussi de souscrire les marchés et avenants. Ainsi, pour le mois de juin à septembre, comme vous disait Monsieur le maire, le conseil municipal est amené à être informé de la liste des marchés et avenants conclus. Vous avez tous reçu la liste des marchés, je vous en éviterai la lecture, mais il vous est proposé ce soir de prendre acte de cette liste et d'autoriser Monsieur le maire donc à l'avoir signé, tout simplement. Question, Monsieur le conseiller municipal, si vous le souhaitez, vous aurez la parole. Pardon. Merci, Monsieur le maire, de me donner la parole. J'assiste avec... J'assiste avec assiduité à ces réunions des commissions de marché depuis 4 ans. Elles se passent très très bien, de façon consensuelle, très bien organisées par les services compétents de la mairie, que je félicite. Donc on n'a jamais déterminé de problème dans ces commissions. Cependant, j'ai quand même un problème. Souvent, ces réunions me paraissent un peu surréalistes parce qu'on nous demande de se prononcer sur des marchés, sur des projets dont on n'a pas eu connaissance et qui ne sont pas décrits. Et donc on ne sait pas le contenu des projets même. Je vais vous prendre un exemple. Donc en fait, systématiquement à chaque réunion, Madame Suras le sait, je demande à ce qu'on nous présente le projet en question, mais ce n'est pas prévu dans la réunion de commission. Donc les gens paraissent même surpris. Moi, ça me paraît assez surréaliste, comme je le disais, d'avoir à décider de dépenser je ne sais pas quelle somme pour un projet que je ne connais pas. Donc en fait, ce qui manque dans le processus, c'est une validation des projets. Alors, je prends un exemple, par exemple, la dernière commission qui a eu lieu le 5 septembre, on a été appelé à se prononcer pour un montant de travaux de 2,4 millions d'euros, c'est pas rien, pour l'aménagement du Belvédère. Enfin, pour des dépenses qui concernent l'aménagement du Belvédère. Je n'avais aucune idée qu'il y avait un projet d'aménagement du Belvédère. On n'en a jamais eu connaissance, je pense, au conseil municipal. Je trouve, pour le moins, je pense qu'il faudrait, du cours de cette commission, commencer par valider ces projets. Et ensuite, on peut décider des marchés. Alors, pour le Belvédère, je ne suis pas complètement idiot, donc je crois qu'il s'agit d'un projet plus vaste, parce que vous avez créé un comité hors conseil municipal il y a quelques années pour une réflexion sur la rénovation du centre-village. Je suppose que ça fait partie. Mais je me souviens quand j'avais pris la formation de ce comité, dans lequel vous n'avez pas voulu de moi en titre de punition d'ailleurs, je me souviens, pour mes questions qui n'étaient pas correctes. Donc à ce moment-là, j'avais demandé à ce qu'on ait un rapport, au moins de la part de ce comité qui est hors conseil municipal, pour savoir quels étaient les projets qui seraient réalisés. Voilà, donc je voulais savoir comment vous pouvez éventuellement, informer le... Non, parce qu'il faut couper le vôtre pour donner... Il y a un truc qui ne va pas, alors c'est pas comme ça. J'ai la main. Je crois qu'on va en avoir au moins 2 qui permettent. J'ai la main. Monsieur qui est là, donc je fais partie de cette commission. Je vous ai répondu, là je ferai la même réponse que je vous ai faite. Tous les bouquins, vous êtes peut-être le seul, non j'exagère quand même un peu, je pense que vous n'êtes pas le seul à ne pas lire la revue Le Bouquin, puisque donc, dans la revue Le Bouquin de juin, il y avait un article complet sur l'aménagement du Belvédère. Voilà, donc je pense que cette réponse devrait suffire. Donc je vous invite, et j'invite d'ailleurs tous mes concitoyens, je profite de cette occasion pour lire la revue dans laquelle la commune, la municipalité met un maximum
d'information. Mais et il y aura un nouvel article dans la prochaine revue, à nouveau sur le Belvédère, pour apporter quelques compléments d'information. Merci Yann. Demandez-moi la parole. Donc, si je comprends bien, l'information du conseil municipal passe par des bouquins, en dehors de tout processus démocratique pour la prise de décision dans l'investissement. Donc, nous sommes au conseil municipal une simple chambre d'enregistrement, pas du tout un nid de commission, un endroit où on doit discuter des projets d'aménagement de la commune. Donc voilà, on est informé au mieux en même temps que le bouquin. Donc je ne vois pas finalement à quoi je sers dans cette commission, ni dans ce conseil municipal. Simplement, monsieur le conseiller municipal, vous êtes de l'opposition, nous sommes de la majorité. Nous, il faut mettre en œuvre notre projet électoral, donc on l'a présenté à l'ensemble des électeurs qui ont validé, je ne sais plus combien de pourcents, peu importe. Mais voilà, et vous, vous êtes de l'opposition, vous êtes dans la commission où les projets sont présentés, mais la teneur des projets, c'est nous qui maîtrisons ce genre de choses. Je sais que vous le regrettez, mais c'est comme ça. C'est la loi qui le veut. Par contre, quand je vous entends dire qu'il n'y a pas de démocratie, je m'inscris en faux, monsieur le conseiller municipal, parce qu'on est transparent et on fait des groupes de travail extra-municipaux où on implique la population, puisque, vous le savez, nous avons ce qu'on appelle les conseils consultatifs de quartier, on n'est pas obligé de les faire, mais j'ai décidé que nous en aurons quand même. Il y en a 7 qui sont vivants, avec des personnes que je vois d'ailleurs en dehors des élus qui sont ici sur les bancs du public, qui siègent dans ces CCQ. C'est clair. La CCQ, on présente les projets, on écoute, on se concerte, on a des réflexions qui sont faites qui sont quelquefois très pertinentes et qu'on prend en compte. Et je dois féliciter Yann Pertuzel pour avoir mené depuis maintenant 4 ans le projet Centre-Ville et le groupe de travail Centre-Ville, qui est une commission extra-municipale qui fait qu'on va enfin voir la réalisation. Et puis, là où je ne peux pas accepter ça, monsieur le conseiller municipal, c'est que à la CAO, dont vous dites siéger, je ne sais pas si vous siégez à chaque fois, moi c'est un adjoint qui préside cette commission, simplement dire une chose, c'est que j'ai souhaité, alors que je ne suis pas tenu par la loi, j'ai souhaité que les marchés passent systématiquement, même ceux qui ne sont pas soumis à la commission d'appel d'offres, qui sont en dessous du plafond, j'ai souhaité que pour avis ils passent à la commission d'appel d'offres, dont vous, l'opposition, faites partie. Parce que ça me semble quelque chose d'absolument normal. C'est là où vous devez contrôler si les choses sont réelles, c'est bien, elles sont légales, il n'y a pas de souci. Donc, de ce côté-là, vous savez, moi je suis fort aise, je suis serein. Au niveau transparence, démocratie participative, parce que c'est le grand mot maintenant, il n'y a pas de souci, on s'explique. Yann Pertuzel vous l'a dit, que ce projet qui a mis 3 ans à sortir, eh bien, il a été expliqué dans la revue. Et à un moment donné, eh bien, on arrête. On arrête et on réalise. On réalise notre projet électoral. C'est tout, c'est clair. Alors après, vous faites votre travail de conseiller d'opposition. Il y a des élections en mars 2026. Il vous appartiendra de faire ce que vous voulez au moment des élections, présenter aux électeurs ce que vous avez à présenter. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais pour l'instant, nous avons notre mandat. Peut-être que vous ne voulez pas qu'on le finisse. Vous ne voulez pas qu'on réalise. Mais écoutez, à un moment donné, on est à 18 mois, il serait temps quand même qu'on commence à réaliser les choses. Donc je mets au voie cette... Ah, c'est une information, pardon. Allez, ben, Sophie, tu continues avec la garantie d'emprunt. Pardon? Allez. Je crois que vous ne m'avez pas bien compris, parce que quand je disais que vous n'utilisez pas le processus démocratique, je dis que vous organisez des commissions extra-municipales, alors que vous avez des gens qui représentent la population ici, avec lesquels vous ne voulez pas discuter. Donc vous savez, la démocratie, effectivement, vous respectez la loi, mais c'est l'esprit qui compte.
Et moi, je pense qu'à partir du moment où il y a des élus qui représentent l'opposition et qui représentent donc une partie de la population, il serait quand même logique de discuter avec ces gens-là et non pas simplement de les considérer comme quelqu'un qui peut vous censurer ou pas. Nous sommes des gens qui ont aussi des idées, qui sont issus d'une population pour laquelle ils s'intéressent au projet, et vous auriez intérêt, ben alors c'est votre intérêt personnel, je pense, à écouter ce qu'on a à dire quelquefois. Et on n'est pas seulement là pour critiquer, on est là aussi pour faire des apports positifs, et on a des idées sur les projets qui pourraient être réalisés. Mais j'ai bien compris que vous ne voulez pas nous entendre. Simplement, je rappelle une chose, c'est qu'il y a un groupe de travail, centre-ville, qui a été créé avec des gens extérieurs qui ont des choses à dire, et vous, l'opposition, vous êtes représentés dedans. Je rappelle que la majorité, c'est elle qui propose le projet électoral. C'est elle qui fait les choses. Que vous le vouliez ou vous ne vouliez pas, M. Keila, je vous ai dit, vous êtes dans l'opposition. Donc, par contre, vous avez quelque chose qui, pour moi, est important. C'est le contrôle de notre action. Et ça, c'est votre rôle. Alors, faites-le. Je sais que vous le faites. Peut-être moins vous et d'autres de l'opposition le font plus que vous. Voilà, c'est tout. Mais comprenez une chose. Vous avez... Nous, on a un projet électoral qui a été validé par les électeurs. Ce projet électoral, on l'amende par les utilisateurs. Mais vous avez un membre de l'opposition qui est dans ce groupe de travail. Vous n'aurez pas 50 places, ou vous ne serez pas, vous êtes aujourd'hui 6 élus d'opposition, vous ne serez pas les 6 élus d'opposition dans le groupe de travail. Parce que si on le rapport majorité-opposition, si on le prend, ou alors on fait tout le conseil municipal, non, voilà. Donc c'est clair. Le groupe de travail, il y a des gens qui sont extérieurs au conseil municipal, qui sont des utilisateurs, qui ont peut-être des choses à dire. Dans les CCQ, les gens viennent et se sont proposés. J'ai encore signé, pas plus tard qu'aujourd'hui, parce qu'il y a quelqu'un qui souhaitait, je ne sais plus dans quel CCQ, qui souhaitait le rejoindre, donc on l'a pris, voilà. Donc les choses avancent. Mais c'est vrai, je reconnais que c'est frustrant, je reconnais, je l'ai fait pendant 6 ans. Je peux vous dire qu'à l'époque, en plus, on avait non seulement aucun pouvoir, mais aucun droit. Et quand je rentrais dans le conseil municipal, à la salle, bon, c'était pas ici, au début c'était dans l'ancienne mairie, ou même ici, on vous donnait l'ordre du jour du conseil municipal. Et voilà, j'avais ça. Je rentrais, je disais, voilà, ce dossier, il y a eu quelquefois des commissions qui s'étaient réunies, qui avaient fait avancer un projet, qui avaient, voilà, mais des fois il n'y avait rien. Et il fallait se débrouiller. Là, vous avez quand même 5 jours francs avant l'ordre du jour du conseil municipal, c'est passé en commission, dont vous faites partie. Je suis navré, il n'y a qu'un membre de l'opposition, je vous l'accorde. Mais c'est comme ça. Parce que s'il y a qu'un membre, si on met plusieurs membres de l'opposition, on va avoir des commissions, mais finalement on se retrouve le conseil municipal. Donc voilà. Et on a la proportionnalité. Voilà. C'est comme ça. J'ose espérer pour vous qu'au bout de 4 ans et demi, vous l'avez quand même adopté, quoi. Je veux dire, voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc, on en est, mais je ne sais plus d'ailleurs. Toujours, voilà, on en est aux garanties d'emprunt à Municile pour l'opération de Belon, mais pour 21 logements, et Sophie Suras va vous le présenter. Ah pardon, excusez-moi. Merci. Donc, la société Unicile, dans le cadre de l'opération Belle Ombre, fait l'acquisition en VFA de 21 logements LLS situés rue du Capricorne et sollicite de la commune la garantie de l'emprunt nécessaire à la réalisation de cette opération à hauteur de 50%. La métropole, elle, a été sollicitée également pour être caution à hauteur de 50% également. Le montant total du projet, 2 462 201 € et pour la commune, donc, on se porte caution à hauteur de 1 231 100 € 50 centimes. Merci. C'est passé en commission des finances. Aussi, tout est passé en commission des finances le 7. Oui, mais il serait bien de me rappeler à chaque délibération. À chaque délibération. Voilà. Ok, est-ce que vous avez des questions, Sophie Suras? Pas de questions, donc je mets au voie cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Donc, unanimité, merci. Ensuite, parlons de la décision modificative pour l'exercice 2024. Donc, cette DEM a été également présentée et a eu un avis favorable à l'unanimité lors de la
commission finances, du 16 septembre. Conformément à l'instruction M57, la décision modificative d'affectation de la commune pour l'exercice 2024 s'équilibre telle qu'elle. En fonctionnement, 300 000 €. Ça s'équilibre en recettes et en dépenses, bien entendu. Et en investissement, 2 666 000 €. Merci Sophie. Est-ce que vous avez des questions à poser à Sophie Suras là-dessus? Monsieur le conseiller municipal, si vous me demandez, vous aurez la parole. Merci, monsieur le maire. À titre liminaire, donc, il semblerait qu'il y ait eu une commission des finances le 16 septembre dernier. Nous vous rappelons, monsieur le maire, que les groupes d'opposition doivent y être représentés. En effet, la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. D'ailleurs, le règlement intérieur que nous avons voté donc, en juillet dernier le rappelle. Pourtant, suite à la création d'un nouveau groupe pour la personne de M. Kella, ici présent, nous vous avions adressé un courriel en date du 20 août pour vous faire part des membres qui seront présents aux différentes commissions. Vous ne les avez même pas accusés de réception. Monsieur le maire, vous êtes responsable. Monsieur le maire. Je vous écoute. Hein. Très bien. Vous êtes responsable de la constitution et du bon fonctionnement des commissions et vous devez veiller à respecter les obligations légales imposées par le CGCT. Nous vous demandons par conséquent de nous réintégrer, voire convoquer à toutes les commissions dans lesquelles le groupe Pour que vive Bouc-Bel-Air était présent. Ceci étant dit, au niveau donc concernant le budget, nous ne pouvons pas nous prononcer cependant. Nous avons fait l'exercice en comparaison avec le budget primitif. Globalement, donc, on a vu qu'il y a des investissements effectivement qui sont à la hauteur. Par contre, il y a des dépenses d'investissement, notamment des biens donc, immeubles de rapport, dont on voudrait avoir des explications. Et il y a également... Alors, attendez, je recherche... Il y a effectivement des dépenses qui sont prévues. Je voudrais avoir quelques explications, notamment l'immeuble de rapport pour 1 million d'euros, les bâtiments publics pour 800 000 €, des investissements donc, sur la voirie. Et je vois une ligne écrite en cours d'install, maths et outillage pour 500 000 €. Ça, c'est ma première question. Ensuite, concernant le budget primitif, lors du budget primitif au premier semestre, donc il y avait une ligne à 0 qui était une avance remboursable. Alors que le document que vous nous soumettez aujourd'hui donc, indique un budget primitif de 60 000 €, chapitre 27, page 12 de votre documentation. Et on voit qu'il y a une permutation en fait avec une ligne dans les équipements. Est-ce que ce montant est en rapport avec l'avance qui a été consentie à l'OFS pour, je crois, un montant de 70 000 €, 50 plus 20, et qui devait être remboursé normalement en octobre 2024. Il y a également, en compensation, au niveau des recettes, donc une recette donc, que vous écrivez donc, de 106 000 € qui n'était pas au budget primitif et qui apparaît sur la rubrique avance remboursable. En quoi correspond 1. cette avance et 2. cette recette? Si c'est toujours le cas de l'OFS, pour lequel vous lui avez octroyé donc une nouvelle avance, il faudra alors une nouvelle convention. En tout état de cause, ce poste mérite une réponse. Dans ces conditions et pour conclure, concernant le vote, nous nous abstiendrons. Merci. Il y a deux questions. Oh oui, j'entends. La question des commissions et la question des... Question des commissions, je laisserai M. le maire y répondre. Moi, pour ce qui est d'Amiens, malheureusement, l'opposition n'a pas pu... En tout cas, pas tous les membres de l'opposition n'étaient présents. Et vous douterez bien que pour l'ensemble de vos questions, je ne vais pas y répondre point par point parce que c'est l'objet de la commission, justement. Donc, si vous serez présent à la prochaine... Si
Si vous étiez amené à être présent à la prochaine, il n'y aura pas de souci. Je vais néanmoins vous donner quelques éléments que j'ai pris avec moi. Pour ce qui est des recettes de fonctionnement, 300 000 € se justifient. Il y a 191 000 € de fonds de péréquation. On ne connaît pas le montant du BP. On le connaît maintenant, donc on l'inscrit. Il y a 198 000 €, et 317 de dotation de solidarité. C'est le même principe. On ne connaît pas le montant au moment où on fait le BP. Et moins 90 000 qui viennent se retrancher, donc de taxes additionnelles de droits de mutation. On avait un peu trop prévu au moment du BP. On les soustrait puisqu'on a eu communication du véritable montant. En face, il y a des dépenses, bien entendu. 5 000 € de frais bancaires qui sont liés au nouvel emprunt que nous allons mobiliser, en tout cas à l'emprunt d'équilibre. 77 000 € de fonds de péréquation que la commune verse dans le pot commun. 2 333 € de frais divers, je vous passerai les détails. On a 51 000 € d'intérêts en plus qui sont liés à l'emprunt des 5 millions qui a été mobilisé. 4 500 € de titres. Et ensuite, 160 000 € d'opérations d'ordre de régularisation. C'est l'estimation revue des amortissements qu'on fait en année N depuis qu'on est passé à la M57. Pour ce qui est de l'investissement pour les 2 666 000, il y a 600 000 € d'éclairage public supplémentaire. C'est lié d'une part à la révision des prix et d'autre part à des travaux supplémentaires sur des rues qu'on va venir, dont on modifie l'éclairage. 1 500 000 € de voirie, c'est lié notamment au lancement des travaux du Belvédère, rue Cassin, Daudet et les mobilités douces. 500 000 € d'acquisition immobilière foncière, c'est principalement des préemptions. Pour financer ces dépenses, en attendant les subventions qui seront liées aux différents travaux qu'on va réaliser, on réalise un emprunt d'équilibre de 2 millions €. 400 000 €, on les a inscrits en subvention, elles sont arrivées, elles ont été notifiées, donc on peut en indiquer le montant. Et pour ce qui est de ces fameux remboursements d'avance, les 106 000 €, il s'agit des prêts Covid. On avait fait des avances aux entreprises, elles nous ont remboursé, on a inscrit ça dans l'ADN. Voilà ce que je peux vous dire sur les chiffres de cette décision modificative numéro 1. Merci. Merci Sophie. Je vais vous répondre, monsieur le professeur, concernant les commissions. Évidemment, mais oui, vous écoutez lire le CGCT, je sais le lire autant que vous. Hein. Je sais non seulement le lire, mais je le pratique depuis quand même pas mal d'années. Simplement, les commissions, elles doivent être formées au début, c'est la volonté du conseil municipal. Au début de la mandature, elles ont été formées au début de la mandature, elles iront jusqu'à la fin de la mandature. Point à la ligne. Voilà. Donc, je mets aux voix cette décision modificative. Est-ce qu'il y a des voix contre? J'ai entendu que vous étiez abstention. Donc, 2 abstentions. 2 abstentions. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de voix contre? Donc, unanimité des votants. Merci. Donc nous passons à la délibération suivante, création et modification des autorisations de programme, toujours Sophie Suras. Merci. Pour engager des dépenses d'investissement qui seront réalisées sur plusieurs exercices, on doit inscrire la totalité de la dépense la première année et reporter le solde d'une année sur l'autre. Pour cela, il y existe la procédure des autorisations de programme et des crédits de paiement. On en a l'habitude, on les voit chaque année. Elle vise à planifier la mise en œuvre d'investissements sur le plan financier, mais aussi organisationnel et logistique, en respectant les règles d'engagement. Ça favorise aussi, en outre, la gestion pluriannuelle des investissements et permet d'améliorer la visibilité financière des engagements financiers de la collectivité. Ce soir, il vous est proposé de créer l'autorisation de paiement pour le PUP Montori, de modifier l'autorisation de programme Un jour un arbre en ajoutant 100 000 € et de réviser les crédits de paiement de l'opération MGPE pour 300 000 €. Merci Sophie. Ça a été vu aussi en commission. Tout à fait, pardon. Ça a été vu avec un avis favorable de la commission. Merci. Est-ce qu'il y a des questions à Sophie Suras? Pas de questions. Donc je m'envoie cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Je n'en vois pas. Des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Donc unanimité. Merci. Ensuite, on passe à la délibération suivante, admission en non-valeur des produits irrecouvrables pour l'année 2023. Sophie. Merci. Comme chaque année, le comptable des finances publiques nous a transmis un état des demandes d'admission en non-valeur. Ça correspond à des titres de l'année 2023. Ce sont des recettes qui n'ont pu être recouvrées en dépit des procédures employées et des mobilisations des services de la commune. Cette année, il s'agit d'un montant de 342,50 €. C'est essentiellement de la garderie du périscolaire. Pareil en commission finance avec un avis favorable.
Merci Sophie. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je sais que le trésorier nous demande de les rendre irrécouvrables, parce que autrement c'est lui qui paye. Est-ce qu'il y a des observations? Il n'y en a pas, donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Je ne la vois pas. Des abstentions? Non plus. Unanimité? Je vous remercie. Passons à la délibération suivante. Il s'agit de l'avenant numéro 1 à la Convention pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité. Sophie. La loi dispose que la collectivité territoriale qui choisit d'effectuer par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes soumis au contrôle de légalité signe avec le préfet une convention. Pour la collectivité, une convention pour la télétransmission a été signée en janvier 2009. Elle concernait principalement les délibérations et les décisions du maire. L'avenant de ce soir a pour objet de l'étendre aux actes soumis au contrôle de légalité de la commande publique ainsi que les documents budgétaires. Il est donc demandé ce soir au conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 1 à la convention de janvier 2009 et d'autoriser monsieur le maire à le signer. Avis favorable de la commission également. Merci. Merci Sophie. Question à Sophie Suras. Pas de questions. Je mets au voie cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Je n'en vois pas. Des abstentions non plus. Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous allons changer de rapporteur et nous allons écouter la douce voix de Marie-Pierre Vitiello qui va nous parler de la création de postes permanents et des effectifs. Oui, merci Monsieur le maire. Écoutez, il est de coutume. Donc pour les besoins de service, nous vous proposons de créer 3 postes ce soir au registre des effectifs, 3 postes permanents. Donc il s'agit d'un poste pour le service scolaire, c'est monsieur Caïné par la retraite. Un poste pour le service technique, c'est un poste d'agent technique au grade d'adjoint technique territorial. Et ensuite un poste d'agent administratif pour la police municipale. Voilà, monsieur le maire. Merci Marie-Pierre. Vous voyez, monsieur qui est là, je vous fais cette remarque-là. Vous ne l'avez peut-être pas rendu compte, mais on n'est pas obligé, on pourrait très bien dire, en début d'année, on crée tant de postes permanents, ou tout au moins sur le tableau des effectifs, on le change. Voilà. Là, à chaque conseil municipal, vous voyez, on vous dit, on va créer un poste permanent. Alors après, quelle que soit la raison, hein, ça peut être aussi parce qu'au lieu d'un rédacteur, elle est devenue attachée, la personne, donc il faut ouvrir d'abord le poste d'attaché pour le nommer attaché, puis après on ferme le poste de rédacteur. Voilà. Ou si on a la création et que finalement on demande comment dirais-je, on passe un avis d'appel à candidature, et qu'en fait on n'a pas une personne correspondante, c'est pour ça que vous avez sur la délibération suivante, sur la 20, avec recours possible à un contractuel. Si on ne trouve pas un titulaire, permettez-nous comment dirais-je, d'embaucher un contractuel. Vous voyez, là, on joue en toute transparence. Mais vraiment, toute transparence, puisqu'avant d'embaucher quelqu'un, il faut que vous me donniez l'autorisation d'ouvrir un poste. Après, je conçois que ça peut vous déranger. Mais après, c'est le maire qui est compétent dans l'embauche. Il n'y a que lui qui est compétent. C'est lui qui signe l'arrêté. S'il y a le poste et s'il y a l'argent, la personne est embauchée. C'est navré, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc question à Marie-Pierre Vitiello. Pas de questions, donc je mets au voie cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Je n'en vois pas. Des abstentions non plus. Unanimité. Merci. Passons au poste permanent au registre des effectifs, qui est encore autre chose, Marie-Pierre. Oui. En fait, il est séparé des autres postes parce que celui-là, effectivement, comme vous le disiez, monsieur le maire, on peut avoir un recours à une personne contractuelle si nous ne trouvons pas de candidat déjà titulaire de la fonction publique territoriale. Donc, il s'agit d'un poste pour le service technique. C'est un poste de technicien au grade de technicien territorial à temps complet en catégorie B. C'est pour le pôle patrimoine bâti, afin d'accompagner au mieux tous les projets de conception sur la commune et au suivi du dossier des projets liés au bâtiment, pour mon collègue, en partie, M. Cartuzel. Merci Marie-Pierre. Question à Marie-Pierre Vitiello. Pas de questions, donc je mets au voie cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Je n'en vois pas. Des abstentions non plus. Unanimité, je vous remercie. Ensuite, actualisons les contrats d'apprentissage. Marie-Pierre. Oui, alors bon, je ne vais pas vous revanter les mérites du contrat d'apprentissage, puisqu'ils ont fait leurs preuves et
tout le monde est ravi d'avoir des apprentis dans la collectivité. Donc, on a déjà modifié plusieurs fois cette délibération. Je crois que c'est une preuve de malléabilité et d'adaptation aux besoins de la collectivité et à l'offre que nous avons des candidats. Aujourd'hui, nous avons un poste au pôle attractivité promotion de la ville qui n'est pas pourvu en apprentissage. Et nous avons un besoin pour le service finance, commande publique, et un candidat qui se propose, qui nous envoie une candidature spontanée qui correspond parfaitement aux besoins que nous avons dans la collectivité. Donc nous proposons ce soir au conseil municipal d'enlever le poste qui n'est pas vacant, qui est vacant, pardon, qui n'est pas pourvu à la promotion de la ville, pour le déplacer sur le pôle, sur le service des finances. Cette proposition a reçu un avis favorable du CST, monsieur le maire. Comme tout d'ailleurs, toutes les autres délibérations. Oui, mais à chaque fois qu'on crée un poste, quand c'est, on ne les passe pas forcément au CST. D'accord. Oui, encore une fois, ça montre bien la transparence, monsieur le conseiller municipal. Oui, hein. On change, c'est plus pour le service de promotion, c'est pour le service machin, donc on est vraiment transparent. Question. Vous me regardez, mais je vais parler de transparence. Si, tout à l'heure, vous avez parlé de démocratie, et c'est moi qui l'ai compris comme étant transparence. Bien, allez. Question à Marie-Pierre Vitiello, pas de questions. Donc je me vois cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Je n'en vois pas. Les abstentions non plus. Unanimité, je vous remercie. Suppression de postes permanents. D'ailleurs, en l'occurrence, je préfère qu'on supprime d'abord et après on fait plutôt que de faire. On diminue les dépenses et après on en rajoute un peu. C'est dans la démarche intellectuelle. Et oui, mais comment on est obligé de l'écrire pour les supprimer après, monsieur le maire? Quand les agents ils ont réussi des concours ou des promotions, d'accord. Donc c'est pour ça qu'on le fait dans cet ordre. Plutôt de mettre la création en premier et suppression après, on met d'abord la suppression après la. On s'y attellera, monsieur le maire. Merci. Donc bon, ben, comme d'habitude, vous avez aussi l'habitude, c'est un devoir que nous avons de toiletter le registre des effectifs. Donc, nous vous proposons donc, de supprimer des postes suite à des départs en retraite. Donc, les agents ont été remplacés par d'autres personnes qui avaient notre grade. Un agent qui a été muté. Des agents qui ont réussi des concours ou qui ont obtenu une promotion professionnelle. Donc, c'est très positif. Il y a un agent qui a réintégré, il était en disponibilité, mais il a réintégré sur un autre poste. Donc on a créé son nouveau poste par rapport aux besoins de la collectivité. Donc maintenant on supprime son ancien poste. Et un agent dans le grade n'a pas été pourvu. Cette proposition de délibération a aussi reçu un avis favorable du CST. Merci Marie-Pierre. Est-ce qu'il y a des questions à Marie-Pierre Vitiello? Pas de questions. Je mets au voie cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Je n'en vois pas. Des abstentions non plus, unanimité. Je vous remercie. Allez, on fait un poste temporaire pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. Tout à fait. C'est un poste pour le service technique, pour la voirie. Et il s'agit, donc il y a un réel besoin. Et nous avons sur la collectivité un agent qui actuellement occupe un poste à 50% et qui souhaiterait obtenir un 100%. Au vu des besoins, nous vous proposons donc de créer un poste à 100% si vous trouvez ces conditions qui sont en cohérence. Donc ça nous permettrait de valoriser l'agent qui le souhaite et nous de combler un besoin pour la voirie. Donc il s'agit d'un poste d'adjoint technique territorial catégorie C. Merci Marie-Pierre. Question à Marie-Pierre Vitiello. Il n'y en a pas, donc je mets au voie cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Je n'en vois pas. Des abstentions non plus. Unanimité. Je vous remercie. L'ordre du jour est épuisé, si ce n'est que nous avons les questions diverses. Alors, nous avons reçu 3 questions. 3 questions, et conformément au règlement intérieur qui a été voté la dernière fois, le dernier conseil municipal, je vais vous demander de les lire. Alors, on va commencer par M. Kena.
Mais votre question... Ah non, le règlement intérieur prévoit que c'est vous qui le lisez. Donc, moi, si vous voulez, je la lis à votre place, mais je ne veux pas déroger au règlement intérieur. Alors, on va continuer par les questions du groupe pour que vive Bel-Air. La numéro 1. Merci, monsieur le maire. Question numéro 1. Donc. Nous souhaitons attirer l'attention du conseil municipal sur le projet de data center, apparemment nommé MRS6, au sujet duquel circule actuellement une pétition sur Internet. Ce projet suscite de vives inquiétudes au sein de la population locale et en particulier sur son impact environnemental, son intégration urbaine, ainsi que les nuisances sonores potentielles. Cependant, nous constatons qu'à ce jour, peu d'informations publiques précises sont disponibles, rendant difficile une évaluation objective des conséquences réelles de ce projet. Cette absence de données alimente des spéculations et des craintes qui pourraient être dissipées par une meilleure transparence. Dans ce contexte, nous vous demandons quels sont les éléments concrets dont la mairie dispose à ce jour sur ce projet. Quelles sont les études d'impact ou autres documents officiels que vous pouvez partager avec la population? Enfin, quelle action envisagez-vous pour garantir une consultation large et une information précise à destination des habitants? Il est essentiel que ce projet soit traité avec transparence pour permettre de se faire une opinion éclairée et éviter que le débat soit faussé par des informations incomplètes ou erronées. Je vous remercie. Bien. Si je vous dis que nous ne disposons d'aucun élément, si ce n'est que votre serviteur a reçu, je ne sais plus son nom d'ailleurs, que le patron de l'entreprise, le directeur de l'entreprise qui veut créer ce truc-là, si ce n'est qu'il y a une quinzaine de jours, on a vu sur, je crois que c'est Mars Actu, ou sur Média, que le projet que vous dictez, le MRS6, il était repoussé, non plus à Marseille, mais il était à Bel-Air. Donc voilà. Donc, moi, le monsieur était là, il m'a expliqué que c'était le meilleur, le plus beau, qu'il allait faire un truc, il allait créer quelques emplois locaux, que ceci, que cela, etc. etc. Et puis, je vous dire, à la fin de l'entretien, qui a été très courtois, hein, je l'ai écouté, ça a duré 25 minutes. Je dis, bon, écoutez, ok, mais sachez que en ce qui concerne la commune, c'est un non. Ah, mais comment? J'ai jamais vu ça. Il faut peut-être t'habituer, mon gars, que ça peut arriver, qu'on te dise non, ce qu'on dit le préfet. Il faut peut-être qu'il s'habitue aussi avec des positions comme ça. Bon, mais quand je vous ai dit ça, c'est tout ce que je sais aujourd'hui. Et par contre, ce que je sais, c'est que c'est un permis préfet. C'est pas un permis commune. Donc j'ose espérer, le préfet n'en a pas encore parlé. Si ce n'est qu'il m'a appelé il y a quelques mois pour que je reçoive ce monsieur. Je l'ai reçu encore une fois et je ne reviendrai pas là-dessus. Mais par contre, il faut qu'il dépose un permis de construire. Et ça, c'est la mairie, même si c'est un permis préfet, me semble-t-il. Il faut qu'il le dépose ici. Deuxièmement, il y aura une enquête publique dans le cadre d'autorisation préfectorale et surtout qui nous permettra de donner notre position à nous, la commune. Voilà. Donc c'est clair. Maintenant, je n'en sais pas plus que vous. Alors après vous savez, c'est des projets qui sont suffisamment importants, d'un point de vue financier, mais aussi pour l'État, quelque chose d'important. Parce que vous savez, on se sert de plus en plus de nos smartphones, de nos ordinateurs, de machin truc. Ça veut dire que quelque part, il faut qu'il y ait une possibilité de stocker. C'est ça, en fait. La data center stocke des données. Hein, donc voilà. Donc Marseille a l'air de refuser, ils en ont quelques-uns. Bon, Marseille refuse, mais c'est pas parce que Marseille refuse qu'on va se l'en payer ici. Moi, je suis clair. Voilà. Marseille, on s'en fout de la position de Marseille. Ils en ont assez comme ça. Ils touchent assez
on subit assez des conséquences dans la métropole. Tout à l'heure, on parlait du SCOT et du PNUI, c'est la métropole qui décide tout. Nous, on a quelquefois donné notre avis, voilà. Et l'avis, il s'assoit dessus, hein, s'il veut. Voilà. Donc, on verra dans le cadre de l'enquête publique, on verra comment ça va se passer. Est-ce que vous avez un droit de veto sur ce genre de projet ou pas, puisque vous dites que c'est un permis préfectoral? Non, mais je vous dis la chose suivante. Il y aura au moins l'avis de la commune, dans le cadre de l'ICPE, installation classée pour l'environnement. Donc on va vous demander l'avis au conseil. Quand on va m'interroger là-dessus, le conseil délibérera. C'est tout, c'est clair. Sur votre deuxième question. La circulation dans notre commune est de plus en plus importante et les comportements des automobilistes de plus en plus dangereux. La vitesse excessive, le manque de respect de la signalisation routière et les rodéos nocturnes mettent en danger nos concitoyens. Il y a 15 jours, un accident grave qui aurait pu être dramatique s'est produit à l'intersection de la rue Paul-Émile Victor et des rues Frédéric Mistral et Vincent Scotto. Pourtant, votre attention a été à plusieurs reprises appelée sur le danger que représente ce rond-point. À quand un recensement des sites dangereux de notre commune et des solutions pour que les bouquins puissent se déplacer en toute sécurité? Merci. Joseph Cassaro va vous répondre, mais juste... oui, vas-y. Oui, merci, monsieur le maire. Alors, en effet, je vais tâcher de répondre de façon rapide et efficace. Donc, avant d'apporter des réponses, je vais simplement reprendre ce par quoi on devrait commencer. C'est que je regrette, et j'espère que tout le conseil municipal regrette cet accident, bien sûr. Quand il en va de l'intégrité physique de l'administré ou d'une personne, quand bien même elle ne serait pas de la commune, je crois qu'il faut commencer par là et éviter d'en faire la récupération politique. Donc, pour essayer d'être dans la réponse claire et efficace, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes au quotidien attachés à tout ce qui touche à la sécurité. Nous avons à cœur de mettre Bouc-Bélier dans une situation où il fait bon vivre. Tout ce qui dépend de la commune, tout ce qui dépend de nos prérogatives, nous essayons de le mettre en œuvre le plus rapidement possible. La liste est longue de tout ce que nous avons réalisé ces dernières années. Je peux vous en citer quelques-unes si vous voulez. Hein. Le trottoir de la rue Pierre-Belot, le feu rouge dans l'intérieur du Soleil. Je pourrais faire une liste, elle pourrait être longue, je pourrais vous la communiquer si vous le souhaitez, mais je crains qu'elle ne soit pas exhaustive. Pour autant, la plupart des situations qui sont accidentogènes ne dépendent pas exclusivement de la commune et dépassent notre périmètre. C'est souvent dans un périmètre du CD 13 ou bien de la métropole. On en parlait juste avant, hein, la métropole qui intervient dans pas mal de choses, mais qui en réalité a un sens de la réactique qui est un peu différent de celui dont nous avons besoin pour mettre en sécurité nos administrés. Il n'en est pas moins vrai, pour autant, que nous les sollicitons régulièrement et nous essayons de travailler avec eux et de les pousser un peu à la roue pour que les sujets évoluent. Le dernier en date, là aussi il y en a d'autres qui sont à l'étude et qui tendent à trouver des solutions. Le dernier en date, c'est la circulation autour de l'école des Pins au moment des entrées et sorties de l'école. Donc ça, c'est un sujet aussi qui nous importe. Celui que vous signalez, malheureusement, n'est pas le seul sur lequel nos prérogatives sont dépassées, et donc ça nous échappe un peu. Pour autant, je le répète, ces dossiers-là ne sont pas éteints, et nous avons en permanence des relances sur les sujets, et nous apportons notre éclairage commun entre police, gendarmerie et services techniques, pour essayer de proposer des solutions qui visent à faire quelque chose de difficile à faire, c'est-à-dire revenir sur le civisme des personnes dont vous faites vous-même l'écho, hein, puisque dans votre propre question, vous avez bien compris le sens de la difficulté. C'est que les personnes ne respectent pas les panneaux, ne respectent pas la vitesse. Alors on a dépassé le stade de la pédagogie, hein, on va un peu plus loin, on est dans un stade répressif qui ne nous fait pas spécialement plaisir, mais qui est incontournable pour pouvoir conserver la qualité de vie que nous avons à Bouc-Bélier. Pour répondre à la question précisément,
Est-ce qu'on attend après votre remarque pour savoir s'il faut faire un relevé des endroits accidentogènes? La liste dont je vais parler tout à l'heure reflète simplement que nous n'avons pas attendu que vous le signifiez, on travaille dessus en permanence. Pour autant, nous sommes toujours motivés pour accueillir ce que vous souhaitez signaler, mais que nous connaissons très certainement par ailleurs. Donc, oui, sur lequel nous travaillons aussi. Lors de la réunion publique sur le PLUI, M. le maire a dit qu'il s'en occuperait dès le lendemain. Et la personne qui a posé la question est la personne qui a eu l'accident. Et rien n'a été fait. Malheureusement, alors, rien n'a été fait. C'est un jugement de valeur qui ne fait pas plaisir parce que ces actions-là sont des actions de fond. Et je le répète, donc je n'ai peut-être pas été clair dans ce que j'ai dit, il y a des actions sur lesquelles nos prérogatives sont engagées, donc on peut aller vite. Lorsque ce sont des prérogatives qui dépassent la commune, c'est beaucoup plus long. Et malheureusement, nous n'avons qu'une seule action, c'est de pouvoir proposer et pousser à la roue pour que ça avance plus vite. Mais nous ne sommes malheureusement pas, vous le savez bien, votre activité vous permet de bien comprendre, nous ne sommes pas toujours à la manœuvre. Maintenant, madame, je dirais simplement que vous l'avez dit, il y a un certain nombre de personnes qui ne respectent pas quoi que ce soit. Donc nous partageons cette même analyse. Et par contre, doit-on se réjouir de ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, le nouveau ministre de l'Intérieur, qui a dit de l'ordre, de l'ordre, de l'ordre? Parce que c'est ça en fait. On a des gens qui ne respectent rien. Et alors après, quand ils se font mal, ou qui tuent des gamins, d'un seul coup, la justice se met en route, le machin, le truc. Mais si à un moment donné, les gens respectaient les règles, peut-être ça passerait un peu mieux. Allez, monsieur Keïla, on vous écoute pour votre question. Votre conclusion est une bonne introduction pour ma question. Monsieur le maire, depuis plusieurs mois, la commune de Bouc-Bel-Air a largement démontré sa vocation rurale et sa solidarité envers ses nombreux agriculteurs. Ne pensez-vous pas qu'on pourrait maintenant redresser les panneaux d'entrée de la ville de la sorte que les visiteurs impromptus de la ville nature n'attrapent plus de torticolis en se mettant la tête à l'envers? Monsieur Keïla, première remarque. C'est vrai que c'est quelque chose. J'étais à Mâcon, là, ces 3 derniers jours, là, pour le congrès des sapeurs-pompiers. Je peux vous dire que Mâcon, il y a des panneaux à l'envers. J'étais, pour des raisons médicales, dans les PO au début du mois de septembre. Je peux vous dire que énormément de communes ont les panneaux à l'envers. Les panneaux à l'envers, c'est parti, c'est vrai, vous l'avez souligné, d'un soutien aux agriculteurs, en disant on marche sur la tête, parce que les agriculteurs sont des gens qui nous font vivre, qui nous permettent de vivre, puisqu'il faut manger pour vivre. Et très simplement, ça a évolué. C'est peut-être pour ça que, parce que les agriculteurs, il n'y en a pas beaucoup chez nous, mais moi je dois dire qu'ils méritent qu'on les soutienne, mais ça évolue en disant dans ce pays, on marche sur la tête. Un certain nombre de décisions ou de non-décisions sont prises qui n'ont aucune cohérence entre elles. Une qui m'a le plus fait bondir, c'est celle du Conseil constitutionnel. D'ailleurs, on se demande à quoi les élus servent, les parlementaires servent, qui a dit les étrangers en situation irrégulière doivent être traités comme tout citoyen de la France. C'est ça en fait ce que ça veut dire. Vous estimez qu'il y a une cohérence? Il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence parce que de l'autre côté, on veut les ramener à la frontière. Si, c'est ça. Reprenez vos trucs, c'est ça. Le Conseil constitutionnel a décidé qu'ils devaient avoir les mêmes droits que les autres. Attendez, où on va? On marche sur la tête. C'est pour ça que les panneaux, ils sont à l'envers et ils resteront à l'envers. Je vous remercie et je vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit.